Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux avec nous pour cette webconférence qui est en lien avec la sortie de la deuxième édition de notre ouvrage Piloter le contrôle de gestion sociale. Voilà, je l'ai avec moi, toute fraîche. Et donc effectivement, eh bien, la revue fiduciaire a le grand plaisir de rééditer avec de nouveaux apports cet ouvrage de Guillaume Campistron. Alors c'est un ouvrage qui a vocation à analyser pour vous toutes les facettes du contrôle de gestion sociale et cet ouvrage le fait dans un esprit vraiment 100% pratique grâce à un très grand nombre de graphiques, de tableaux de bord et de schémas qui viennent illustrer cet ensemble de règles à la fois sociales, techniques et financières. Alors, à l'occasion de la sortie donc, de cette nouvelle édition de Piloter le contrôle de gestion sociale, eh bien, nous avons voulu vous faire profiter des connaissances de terrain de son auteur sur deux thèmes que vous pouvez retrouver extrêmement détaillés dans l'ouvrage. Ces deux thèmes, donc, eh bien, il s'agit de l'index de l'égalité salariale femmes-hommes et du contrôle de la masse salariale. Alors, Guillaume Campistron va spécialement pour vous évoquer dans un premier temps les meilleurs moyens d'améliorer son index de l'égalité, enfin le résultat de l'index, et puis il vous expliquera ensuite comment rendre plus performant le budget de la masse salariale. Alors, Guillaume Campistron, c'est qui? Eh bien, c'est un expert en rémunération et en contrôle de gestion sociale. Il conseille et il forme les entreprises depuis plus de 20 ans déjà. Et il a, à cette occasion, notamment géré des projets de mise en place de budget de masse salariale et de modification complète d'une politique de rémunération. Donc, c'est toute cette expertise qu'il a choisi de retranscrire dans son ouvrage Piloter le contrôle de gestion sociale. Alors, de manière concrète, cette webconférence, eh bien, elle va durer à peu près une demi-heure et ensuite, Guillaume Campistron répondra à un certain nombre des questions que vous aurez posées à partir du chat intégré. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis maintenant, eh bien, je vais passer la parole à Guillaume. C'est à vous. Merci Karine. Alors, effectivement, comme Karine l'a dit, on va traiter ce matin de deux sujets qui sont des sujets d'actualité, à savoir l'index égalité hommes-femmes et le budget de la masse salariale. Alors, pourquoi l'index égalité femmes-hommes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vous demande d'avoir une note qui est un peu meilleure que celle que vous aviez dans le passé. Alors, je m'appuie là-dessus sur les derniers chiffrages. Au 1er mars 2022, vous avez donc dû rendre votre index 2021 et la moyenne nationale est de 86 points sur 100, c'est-à-dire un point de plus que l'année dernière. Le deuxième critère qui est important, c'est que 2% des sociétés ont eu 100. Ce que le gouvernement dit, ce sont les bonnes sociétés. Troisième sujet qui est assez intéressant, c'est que 62% des sociétés ont répondu au 1er mars 2022, qui au passage est la date demandée par le décret. Donc il reste encore 38% qui ont eu un petit peu de retard. Alors là-dessus, vous me direz, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir toujours depuis 3 ans plus de 75 points, puisque je rappelle qu'au-delà des 75 points et plus exactement en dessous, sur 3 années consécutives, vous prenez une pénalité de 1% de la masse salariale. Donc ça, c'était ce qu'on appelait le premier palier à obtenir. Là-dessus, le législateur a compliqué la chose, puisque une deuxième règle est venue s'établir, à savoir un nouveau palier qui a été créé récemment, qui est un palier à 85 points. Et je vous rappelle que si vous avez donc entre 75 et 85 points, d'ici septembre, donc septembre de cette année, septembre 2022, vous allez devoir afficher publiquement vos objectifs de progression sur les indicateurs qui n'ont pas eu le maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le législateur dit, certes, vous avez eu entre 75 et 85, mais nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Nous pensons que vous devez aller au-delà des 85 points. Or, avec 86 points de moyenne, on voit bien qu'on n'est plus très loin des 85 points. Donc, ça veut dire que beaucoup de sociétés, et peut-être vous d'ailleurs, vous êtes dans ce palier 75-85. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut penser à revoir peut-être ces pratiques de calcul pour améliorer son résultat. Et oui, on peut le faire.
Alors, premier conseil, déjà peut-être reprendre les calculs depuis 2019 et puis se dire, est-ce qu'on avait bien pris les bons éléments en 2019, sachant que, je rappelle, on ne parle pas spécialement de salaire, mais de rémunération. Ça veut dire qu'en 2019, lorsqu'on s'est précipité pour faire l'index homme-femme, il y a des règles de gestion qui ont été posées chez vous. Certains se sont occupés du sujet, mais on n'avait pas toutes les informations. L'État, au fur et à mesure, a mis des Q&A, ça a affiné, mais est-ce que vous avez profité de ces Q&A pour changer éventuellement les éléments que vous aviez pris en 2019? Si vous n'avez pas profité, ça veut dire que 2020 et 2021, vous êtes toujours sur les mêmes règles de gestion que 2019. Et peut-être qu'en regardant de plus près qu'est-ce que vous y aviez pris en 2019, eh bien, vous avez peut-être pris des éléments qu'il ne fallait pas prendre. Et inversement, il y a peut-être des éléments que vous auriez pu prendre, voire des nouveaux éléments que vous avez créés depuis 2019. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller se plonger sur que s'est-il passé dans nos règles de gestion lorsqu'on constitue l'index homme-femme. Et donc, dans le livre, vous avez tout un passage sur les éléments de référence du préparation du calcul de l'index homme-femme. C'est vraiment ça qu'il faut aller regarder. Là, moi, j'ai eu 2 clients dernièrement dessus. En fait, on est revenu sur ce qu'ils avaient fait et on s'est aperçu que ce n'était effectivement pas complètement complet à 100%. Et le fait de reprendre ces éléments-là, ça a permis de sortir des notes, en l'occurrence pour 2021, supérieures à 85 points. Donc, ça vaut le coup. Donc ça, c'est le premier conseil. N'hésitez pas à reprendre l'ensemble de vos calculs. Deuxième sujet, à partir du moment où vous avez déjà fait le premier conseil, où est-ce que on pourrait éventuellement optimiser la note? Alors, si l'on regarde l'ensemble des 5 indicateurs, et je vais les prendre par ordre inverse. Le premier, enfin le cinquième exactement, c'est le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ça fait 10 points sur 100. Lorsqu'on regarde les chiffres de 2021, cet indicateur, il n'est pas vraiment atteint. Pourquoi? En 2021, 35% des sociétés, donc 35% de toutes les sociétés de 50 salariés à plus, ont eu 0 points. 35% des sociétés ont eu 0 points. 40% des sociétés ont eu 5 points. 5 points, je rappelle, c'est lorsque vous avez 2-3 personnes parmi les 10 du sexe sous-représenté. Et 25% des sociétés ont eu leurs 10 points. Ça veut dire que seuls 25% des sociétés ont eu l'égalité parfaite, 5-5, ou 4-6, en termes de représentation des deux genres. Donc on voit bien que cet indicateur, finalement, c'est pas celui qui marche le mieux. Et d'ailleurs, c'est celui qui a le moins progressé sur les 3 dernières années. Là-dessus, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle loi justement qui vient de sortir, qui est complémentaire à l'index homme-femme, qui est réservée aux sociétés de plus de 1000 salariés et qui va vous demander, au fur et à mesure des années, de ramener cette parité sur les instances dirigeantes et les comités de direction à une parité qui est proche de l'égalité. Sinon, il y aura aussi une pénalité derrière. Mais ça, c'est en sus de l'index. Donc tout ça pour dire que sur l'indicateur numéro 5, à court terme, si vous n'avez pas les 10 points, c'est compliqué de les avoir tout de suite. Donc ça veut dire que c'est plus des actions de long terme. Donc pour tout de suite, ce n'est pas là qu'on peut améliorer son résultat. L'indicateur numéro 4, nombre de femmes augmentées au retour de congé maternité ou d'adoption, 15 points. Là, les chiffres 2021 sont très bons, puisque 90% des sociétés ont eu la totalité des points. Donc on voit bien que ce sujet, dorénavant, il est vraiment maîtrisé par les sociétés françaises. Troisième et deuxième indicateur, les augmentations salariales et les promotions. Là-dessus aussi, la plupart du temps, vous avez pris vos points. Donc là aussi, ce n'est pas vraiment là que l'on peut gagner des points. Par contre, là où on peut beaucoup gagner de points, c'est sur le premier indicateur. L'indicateur d'écart de rémunération, il fait 40 points sur 100. Donc sur cet indicateur, il va falloir regarder plus précisément comment est-ce que vous avez travaillé dessus. Alors, je vous rappelle que c'est un indicateur à 2 matrices, c'est une matrice à 2 entrées. D'un côté, vous avez les âges, et les âges, vous n'avez pas le droit de jouer dessus, les âges sont figés. Par contre, de l'autre côté, en ordonnée,
vous avez la méthodologie qui avait été présentée, à savoir suivre la CSP de l'INSEE. La CSP de l'INSEE, je vous le rappelle, c'est ouvrier, employé, TAM et cadre. Donc, même si vous n'avez pas utilisé ce scénario, je pense que c'est quand même important de faire le calcul de ce scénario. Même si vous avez 90% de cadres et 10% d'employés, ça vaut le coup quand même de faire le calcul. Peut-être que vous allez avoir une note qui serait supérieure à celle que vous aviez fait précédemment. Bon, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous voulez modifier donc ce scénario. Vous n'êtes pas automatiquement obligé de suivre la méthodologie de l'INSEE. Vous avez le droit de créer votre propre système de classification. Mais attention, le législateur nous a dit on n'a pas le droit de raisonner par métier, ça c'est interdit. Vous avez l'obligation de mixer les métiers et on n'a pas le droit non plus de raisonner par poste. Par contre, ce que l'on peut faire, et c'est là qu'il c'est important d'aller dessus, ce que l'on peut faire, c'est travailler par regroupement d'activités. Sur une activité, j'ai plusieurs métiers. Donc ça, c'est une possibilité. On peut aussi faire des regroupements par responsabilité. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Voire, on peut mixer les deux. C'est-à-dire, je peux mixer très facilement les regroupements par activité et par responsabilité. Donc, ça vous fait déjà 3 scénarios possibles. Je vous donne un exemple. On peut très bien faire du back-office d'un côté et du front-office de l'autre côté. Et là, je ne suis pas du tout en méthodologie INSEE. Et dans le front-office comme le back-office, je peux aussi faire d'autres scénarios qui est de dire, je vais découper le back-office par niveau de responsabilité, peut-être la notion de direction et la notion de non-direction. Et je vais faire la même chose sur le front-office. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai donc 4 scénarios possibles. Ça, vous avez le droit de le faire. Alors, vous me direz, le seuil de pertinence n'est pas le même, vous avez raison. Le seuil de pertinence, lorsqu'on ne joue pas la méthodologie de l'INSEE, il n'est que de 2%. Mais l'objectif de faire ça, c'est finalement d'avoir une meilleure note à la sortie et surtout de voir si ce genre de raisonnement n'est pas plus intéressant dans la discussion que les partenaires sociaux. Donc, même si vous n'avez que 2% de seuil de pertinence à la place de 5%, finalement, à l'arrivée, vous avez peut-être une note qui est largement meilleure, et surtout qui représente mieux les choses. Alors, parfois, j'entends, est-ce qu'on a le droit de changer la méthode en cours d'année, au bout de 3 ans? Oui, vous avez le droit. En fait, même tous les ans, quelque part, le législateur ne nous interdit pas de changer la méthodologie de l'indicateur numéro 1. Donc oui, vous avez très bien pu faire 2 années en méthode INSEE, et la 3e année ou l'année prochaine, vous basculez sur une autre méthode. C'est totalement légal. Par contre, si vous faites ça, eh bien, il va falloir passer à une consultation CSE. Donc, c'est une consultation. Mais c'est aussi intéressant de leur expliquer pourquoi vous faites ça. Parce qu'évidemment, la question va vous être posée. Et même la question qui pose en général lorsqu'on fait ce genre de sujet, c'est et si on avait conservé l'ancienne méthode, qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat? Il faut bien sûr s'attendre et faire un scénario sur l'ancienne méthode. Mais à partir du moment où on est capable d'expliquer au CSE que, effectivement, avec 90% de cadres, la méthodologie INSEE, par exemple, n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, les CSE comprennent bien les sujets. Et derrière, il faut aussi leur expliquer que ça permet peut-être d'aller voir directement les endroits où je n'ai pas d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. C'est clair que si je décompose de manière différente et j'obtiens des cellules parfois plus petites, et bien mécaniquement, je repère mieux les endroits où, en tant qu'employeur, on doit s'améliorer. Donc, ça veut dire que, 1, c'était intéressant de changer les méthodologies de l'INSEE, et 2, les partenaires sociaux vont vous suivre sur ce genre de sujet. Au passage, je vous rappelle que les mêmes explications, vous devez les préparer pour la DRIS, puisqu'à partir du moment où effectivement vous aurez à avoir peut-être un contrôle, il faudra aussi expliquer pourquoi vous avez changé méthodologie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se reposer la question de comment améliorer son résultat, en particulier si vous êtes dans la fourchette 75-85 points. Puisqu'il va falloir dorénavant, et on comprend, un législateur nous dit il faut être au-delà de 85 points. C'est carrément les mauvais, c'est moins 75, les moins bons, c'est 75-85, et au-delà, on commence à rentrer dans les bons, voire évidemment les excellents,
si on est sur la partie des 100. Donc, on voit bien qu'avec cette nouvelle loi qui vient de tomber pour septembre 2022, je vous rappelle que c'est septembre 2022, le fait que vous allez devoir publier vos résultats dans la fourchette 75-85 points, on voit bien que d'ici là, il faut éventuellement retravailler. Et je rappelle, vous avez le droit de corriger. Vous avez encore le droit, éventuellement, de corriger votre index 2021 via, bien sûr, un deuxième envoi à la partie DRIS, avec, bien sûr, présentation CSE. On a le droit de faire des corrections. Et si vous ne partez pas sur le jeu de faire des corrections, en tout cas, ce sera le raisonnement qu'on peut déjà anticiper pour 2023. Parce que le dernier conseil sur ce sujet, et après on passera à l'autre sujet, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des simulations. J'ai pas mal de clients, moi, qui me demandent au bout de 6 mois de commencer à faire des simulations sur l'atterrissage du résultat. Ce qui, parfois, enclenche déjà des raisonnements en disant, cette année, vous avez changé de nombre de salariés, actuellement, vous avez pas mal de turnover, ce qui fait que ça change peut-être le résultat de l'index, et donc c'est intéressant de faire une prévision d'atterrissage de votre index et voir si nécessairement, sur l'indicateur humain, il ne faudrait pas changer de méthodologie. Voilà, donc ça c'était le premier sujet sur l'index homme-femme. On pourra y revenir sur les questions. Maintenant, passons au deuxième sujet, le budget de la masse salariale. Alors, sur ce budget de la masse salariale, la question c'est comment faut-il le rendre plus performant? C'est important, pourquoi? C'est important parce que justement, actuellement, vous êtes obligé d'avoir une masse salariale qui monte du fait des multiples augmentations du SMIC. Je récapitule. En 2021, il y a eu 2 augmentations du SMIC. Actuellement, en 2022, on est déjà au mois de mai à la 2e augmentation du SMIC. Donc ça va très vite. Si vous suivez ce qu'on entend sur certaines versions d'économistes sociaux, on vous dit qu'il n'y aura plus d'inflation à partir du mois d'août, ça va redescendre, donc il n'y aura pas de 3e augmentation du SMIC. Après, si vous écoutez une autre version que personnellement je partage, moi je pense que l'inflation va continuer de monter après fin août pour une raison très simple, c'est que la partie des matières premières que nous importons vient des pays où on est encore sur une inflation qui est toujours très élevée et qui continue de monter. Donc personnellement, je pense que nous aurons une 3e augmentation du SMIC aux alentours de octobre, voire novembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces salariés qui sont touchés par le SMIC, il y en a de plus en plus, mécaniquement, ce qu'on appelle le râteau social, ces salariés sont de plus en plus nombreux à avoir des augmentations obligatoires de par la loi française. Mais ça veut dire aussi que les autres salariés qui ne sont pas dans ce moule, eh bien, évidemment, ils commencent à redemander de plus en plus d'augmentation, parce qu'eux aussi sont touchés par l'inflation. Et puis, eux aussi aimeraient bien avoir de l'augmentation individuelle par rapport à leur expérience, par rapport à leur performance de l'année. Et c'est pour ça que, pour la première fois, on a vu aussi des sociétés où il y a eu des grèves de salariés dans des secteurs qui ne connaissaient pas les grèves. Je parle par exemple du luxe. Je parle par exemple d'autres secteurs où l'image de l'employeur était tellement bonne qu'on n'avait jamais eu ce genre de sujet, et pourtant les salariés ont fait grève. Ça veut dire que vous avez dû accorder des AG, augmentation générale, et des AI, augmentation individuelle, à l'ensemble des salariés. Et donc tout ça, ça pèse sur le budget. Et si vous ne l'avez pas, il y a un 3e sujet qui vient perturber encore votre masse salariale, c'est l'augmentation du turnover. Ça veut dire que les salariés, à partir du moment où ils ne pensent ne pas avoir reçu ce qu'ils estimaient, ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'aller regarder à l'extérieur, parce qu'on sait bien que lorsqu'on change de société, en général, on fait un gap de salaire, eh bien, votre turnover s'est augmenté. Ça veut dire que dans la construction du budget de la masse salariale, il va falloir documenter de plus en plus les différents postes de coûts, y compris des postes que vous ne faisiez pas en termes de chiffrage de main. Alors, comment est-ce que l'on fait un budget de masse salariale de manière performante? Donc déjà, le premier conseil, un budget de masse salariale, c'est pas du tout une paye améliorée. Je vois encore des budgets de masse salariale qui sont faits à partir de la paye. On simule un an, on simule quelques augmentations, je te mets les charges patronales et c'est terminé. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut vraiment construire un budget de masse salariale. Et un budget de masse salariale, ça se fait à 7 étapes.
Et dans le livre, vous avez un grand chapitre, même 2 chapitres d'ailleurs, dans le budget de la masse salariale, dont l'un est complètement sur le montage du budget de la masse salariale. Et ce montage, comme vous pouvez le voir sur le slide, un slide qui est issu du livre, ça se fait sur 7 étapes. La première, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle le socle de base. Donc sur ce socle de base, il va falloir travailler sur une partie des salariés et non pas la totalité déjà. Vous allez travailler principalement sur ce qu'on appelle l'effectif permanent. Ça veut dire les salariés en CDI. Les salariés en CDD, vous les mettrez, mais beaucoup plus tard, dans le schéma. Donc sur ces salariés en CDI, c'est là-dessus que vous allez commencer à faire des AG et des AI. Mais quand j'entends on travaille sur le salaire de base, c'est pas totalement vrai. Sur le socle qu'on appelle le socle d'outils, eh bien, il faut travailler sur le salaire de base, mais aussi des éléments qui ont caractère de salaire. Donc, c'est pas spécialement que le salaire. Donc, sur ces AG et ces AI, il faut les monter en fonction des éléments qui ont été cités à votre DRH. Mais ça, en général, vous l'aviez à peu près. Là, aujourd'hui, il faut être plus performant, c'est sur les cases qui suivent. Les mouvements de personnel. Les mouvements de personnel, c'est clairement le turnover. Donc, dans le turnover, vous avez plusieurs effets. Vous avez le turnover qui est donc quelqu'un qui sort et qui sera remplacé, qu'on appelle une noria. Ça, aujourd'hui, il faut le chiffrer. Hier, en général, c'était plus ou moins fait comme ça. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Parce que plus vous avez de turnover, plus il va y avoir un impact sur la masse salariale. Alors, il y a ceux qui sont sur des métiers en tension, et là, aujourd'hui, le turnover devient une charge. Ça veut dire une charge supplémentaire, puisque sur des métiers en tension, lorsque vous perdez un salarié, le suivant, vous avez de grandes chances qu'il soit plus cher. Ça veut dire qu'on devient sur une noria qui devient un coût et non pas un gain. La plupart du temps, on était autrefois sur des norias qui étaient sur des gains. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le documenter aujourd'hui. Deuxième sujet, vous avez de plus en plus de démissions. Alors en France, on n'est pas sur la grande démission, comme aux US, mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de démissions et peut-être que celles-ci, vous n'allez pas les remplacer. Et là aussi, c'est important de chiffrer dans votre budget précisément combien de sorties seront non remplacées avec un chiffrage de coût. Parce que là aussi, je suis sur un gain. Donc ça aussi, c'est important de le documenter. Troisième sujet sur lequel j'attire votre attention, c'est l'absentéisme. L'absentéisme, je le vois rarement dans les budgets de masse salariale. Et pourtant, l'absentéisme est un énorme gain de masse salariale. Et donc aujourd'hui, comme les budgets montent très vite, c'est important de bien faire figurer les gains de la masse salariale. Alors vous me direz pourquoi? Dans l'absentéisme, c'est très simple. En France, nous avons un système sur l'absentéisme sécurité sociale, qui est celui qui est le plus élevé. Nous avons un système où c'est la sécurité sociale qui vient payer ce qu'on appelle les IGSS. Ce qui veut dire que c'est un gain de masse salariale à la place de l'employeur. Je rappelle que l'employeur doit maintenir le salaire en fonction de vos règles, déduction faite des IGSS. Ça veut donc dire que dans un vrai budget de masse salariale, il faut être capable d'impacter son taux d'absentéisme sécurité sociale, en l'occurrence sur la partie maladie, puisque c'est celui-ci en général qui vous coûte le plus cher en termes de désorganisation, mais d'un point de vue budget de masse salariale, finalement c'est un gain. Plus les gens sont absents pour des raisons de sécurité sociale, plus vous économisez sur la partie masse salariale. Donc ça, c'est important de mettre un bon chiffrage. Dans le même ordre d'idée, vous avez le gain sur le salaire employeur, puisque plus vos gens sont absents sur des longueurs longues, plus vous allez baisser le maintien de salaire. Et donc, vous allez faire une économie sur le salaire de base, qui sont les éléments que vous aviez prévus dans la masse d'outils initiale. Donc là aussi, vous avez un deuxième gain de masse salariale. Donc, on ne peut plus cacher ces gains. Aujourd'hui, par rapport à la direction, il faut vraiment montrer tous les gains estimés par rapport à ça. Donc ça, c'est un point important. Alors, dernier point qui est important dans un vrai montage de budget, c'est les charges patronales. Les charges patronales françaises, je dis bien patronales et non pas salariales, les charges patronales françaises sont très importantes. Maintenant, nous avons une chance lorsque l'on monte les budgets, c'est que le système français est assez fermé, ce qui veut dire que les prix changent assez peu. Lorsque les prix changent, en général, c'est parce que tous les 5 ans, il y a un changement de présidence avec un changement de gouvernance
Et donc, pour financer, on joue sur les charges patronales. En fait, on ne joue pas énormément puisqu'on joue principalement sur les taux. Donc là, c'est vrai qu'en 2023, on devrait avoir des modifications. Maintenant, la question, ça sera la hauteur de ces modifications. Vu la situation actuelle, c'est pas sûr qu'on ait beaucoup de changements. Ce qui est sûr, c'est que la RGC, réduction générale des cotisations, ce qu'on appelait autrefois la Fillon, elle est touchée tous les ans. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont repéré, mais en 2022, on vous a baissé la RGC. Les sociétés, on ne s'est même pas aperçu qu'elle avait baissé, parce qu'effectivement, elle a très très peu baissé. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, elle va baisser de nouveau. Alors, dans un budget de masse salariale, on ne demande pas d'être un expert sur la partie charges patronales, ce n'est pas le but du jeu, mais on demande de savoir mettre un coût sur ces charges patronales. Et donc, dans le livre, je vous explique le système d'éventail des charges patronales françaises, vu avec un œil de contrôleur de gestion sociale, afin que vous puissiez charger correctement votre budget de masse salariale. Voilà, alors, dernier conseil, donc si vous les appuyez sur les exemples tels que Karine, effectivement, les a bien cités par rapport au livre, sur ce sujet précisément, dans le livre, il y a vraiment 2 exemples qui sont chiffrés sur les 7 étapes. D'un côté, vous avez une société de service qui a donc pas mal de sujets sur la partie turnover, absentéisme, et l'autre côté, vous avez une société de production qui, elle, a énormément d'éléments de salaire dans la partie salaire de base. Ce qui veut dire que là, on a des règles un petit peu compliquées et en fait, chaque boîte a été illustrée et ce sont donc des budgets qui tournent, en l'occurrence, certains depuis 2017, d'autres depuis 2019, avec cette méthodologie qui vous est expliquée dans le livre. Voilà, donc ça, c'était le point important sur le budget de la masse salariale et on voit bien que vu l'inflation et donc vu les conséquences sur le SMIC et les revendications des salariés, on nous demande, d'un point de vue direction, d'être beaucoup plus performants sur l'évolution du budget de la masse salariale. Voilà ce que je voulais échanger avec vous ce matin sur ces 2 sujets qui sont vraiment les sujets d'actualité 2022 et même 2023. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, avant de poser les questions que j'ai reçues sur mon téléphone, je voulais vous montrer, en fait, dans l'ouvrage, ce que vous disiez, Guillaume Campistron, c'est-à-dire que là, on est dans la partie montage du budget de la masse salariale, et donc vous avez constamment, comme ça, des matrices, des schémas, voilà, qui vont vraiment vous aider dans votre cheminement, voilà, et vous aider à monter le budget de votre masse salariale. Alors, sur les questions, donc effectivement, on en a reçu plusieurs. Je vais commencer par la première. Guillaume, on nous demande si l'index de l'égalité femmes-hommes est obligatoire pour les associations et est-ce qu'il est obligatoire pour tous ou y a-t-il des conditions? Alors, l'index égalité hommes-femmes est obligatoire pour toute société française ou association qui se situe dans le décret. En l'occurrence, à partir du moment où vous êtes dans le privé, oui, c'est obligatoire. À partir du moment où vous avez 50 salariés. Donc attention, il y a des jeux effectivement législatifs sur la notion de 50, si vous étiez moins de 50 avant, plus de 50 après. Donc oui, vous êtes une association, oui, bien sûr, il faut faire un index homme-femme. Alors, autre question, toujours sur l'index égalité. Dans le cas où la grille conventionnelle des salaires ne prévoit que 3 niveaux, donc là, la personne n'a pas d'ouvrier, doit-on appliquer les 2% de marge ou peut-on quand même appliquer les 5% prévus dans le tableur fourni par l'administration? Alors, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, la méthode de l'INSEE vous préconise ouvriers, employés, TAM et cadres, mais il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas d'ouvriers. Donc, mécaniquement, lorsque vous suivez la méthode qui est celle du tableur, par défaut, effectivement, eh bien, vous vous retrouvez uniquement avec des cadres, des TAM et des employés. Vous avez le droit d'utiliser le seuil de pertinence de 5%. Le seuil de pertinence de 2% n'est que lorsque vous sortez du système de l'INSEE. C'est-à-dire, là, vous prenez du back-office ou front-office par rapport, effectivement, à mon explication de tout à l'heure. De la même manière que si vous fusionnez, ça a pu être la question aussi, si vous fusionnez cadre et employé, parce que c'est peut-être intéressant, et de côté, vous avez des ouvriers, cadre et TAM, et de côté, employés et ouvriers, là aussi, vous respectez le système de l'INSEE, et donc vous bénéficiez du système de seuil de pertinence des 5%. Alors, j'ai une autre question. Pilotage de la masse salariale, salarié chargé, quelle charge salariale et patronale?
Alors, déjà qu'on fait un budget de masse salariale, hein, soyons très clairs, hein, on ne travaille que sur les charges patronales. D'accord? Les charges du salarié ne concernent pas le budget de la masse salariale en aspect direct. Hein, le fait que la CSG monte, il est fort probable qu'il y ait un jeu en 2023 sur la CSG. Quelque part, ça touche le salarié par rapport au système français. C'est sa relation à l'État français. En tant qu'employeur, dans mon budget, ça ne me touche pas en impact direct. Hein. Ça veut dire que moi, mon budget charge patronale, il ne bouge pas. Évidemment, si la question est sous-jacente, on sait très bien que si effectivement la CSG monte fortement, ça veut dire un net à payer qui va baisser, et donc mécaniquement, il peut y avoir une demande revendicative des augmentations compensées de cette augmentation de CSG. Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler l'effet indirect, et ça va revenir sur les augmentations individuelles. Donc je reprécise bien par rapport à la question, les charges salariées ne nous intéressent pas dans un budget de charges patronales, puisque le budget masse salariale, c'est pour l'employeur, donc la partie patronale exclusivement. Alors, il y a une question sur la consultation du CSE. On va voir si vous pouvez y répondre. Si nous regroupons les employés et les ouvriers, est-il nécessaire de consulter le CSE? Alors non, il n'est pas nécessaire de consulter le CSE lorsque l'on regroupe les méthodologies présentées dans le cadre de l'INSEE, qui effectivement est celle du tableur. Là, vous avez le droit de le faire. Ce n'est que si vous sortez du sujet que là, effectivement, vous êtes obligé de passer par une consultation CSE. Vous auriez introduit une autre catégorie qui n'est pas celle de l'INSEE. Là, oui, effectivement, on est obligé de passer par une consultation CSE. D'accord. Alors là, une question un petit peu spécifique. Nous sommes un OPH. Je ne dois prendre que les salariés de droit privé. Quelle est la pertinence de cet index qui ne prend pas en compte les fonctionnaires et donc pas la totalité du personnel de notre établissement? Bon, la pertinence de l'index, après, c'est légal, hein, donc Voilà, tout à fait. malheureusement. Donc là, effectivement, la personne a raison. Effectivement, les fonctionnaires ne sont pas dans le système du décret. Donc, effectivement, on ne prend que les salariés de droit privé, puisque ça ne concerne que le droit privé. Après, la pertinence, évidemment, ça dépend de la proportion que vous avez entre la partie fonctionnaire et la partie droit privé. Après, l'égalité homme-femme, évidemment, c'est sur l'ensemble des sujets. Donc, si effectivement les contractuels et le droit privé travaillent sur une certaine partie, ça peut quand même avoir un sens de se dire, si ce sont tous ces contrats-là qui sont sur une même activité, avec plusieurs métiers, bien sûr, ça peut avoir du sens. Maintenant, il faut voir la proportion entre le nombre de fonctionnaires de votre établissement avec finalement le nombre de salariés de droit privé. Là, effectivement, c'est une question de loi, et pour l'instant, effectivement, vous avez raison, la partie fonctionnaire n'est pas dans l'index homme-femme. Alors, une autre question, bon, je vous la livre comme ça, telle quelle. Qu'est-ce qui change le paradigme concernant les remplacements de salariés permanents? On me dit gain versus perte suite au départ du salarié. J'ai du mal à comprendre la question de mon côté. Je ne sais pas pour vous, Guillaume. Il y a plusieurs possibilités dans la question, donc je vais essayer de traduire une version. Donc c'est ce qu'on appelle le turnover en la NORIA. Donc en fait, une NORIA dans le système français, normalement, est un gain de masse salariale. Pourquoi? Puisque dans les éléments que vous prenez en comparaison, il y a systématiquement le salaire, mais dans beaucoup d'endroits, il y a aussi la prime d'ancienneté. Donc mécaniquement, lorsque vous rentrez quelqu'un à la place de quelqu'un qui vient de vous quitter, il n'a pas sa prime d'ancienneté. Donc effectivement, on était toujours sur un gain. Maintenant, on a de plus en plus de secteurs, et c'est aussi un paradoxe, où malgré un taux de chômage de 7,3, c'est le dernier chiffrage qu'on a hier soir, sur catégorie A, on a de plus en plus de secteurs où on ne trouve plus de personnel. Donc là, effectivement, ça veut dire, et on le voit bien chez Syntec, hier j'étais avec des ferronniers, on me disait exactement la même chose, même le ferronnier qui sort de l'école, parfois il est plus cher que le cadra qui a déjà de l'expérience. Parce qu'il y a tellement peu de personnes sur le marché que mécaniquement, il va faire son prix, et si j'en veux, je suis obligé de le prendre à son tarif. Et donc là, on se retrouve sur un système inversé aujourd'hui, qui est donc une NORIA négative, ce qu'on appelle, qui devient en l'occurrence une charge et non plus un gain de masse salariale. Alors, on va prendre une dernière question. Alors, elle est un peu longue, c'est un petit peu un cas pratique. Nous avons 40 sur 40 pour l'indicateur rémunération. Mais malheureusement, on ne peut plus obtenir tous les points sur les augmentations et promotions en favorisant la population défavorisée. Techniquement,
on aurait intérêt à produire une inégalité de rémunération pour récupérer les points sur les 2 autres indicateurs. C'est-il logique? Comment optimiser dans ce cas, notamment sur les indicateurs augmentation et promotion? Alors, est-ce que vous avez Alors, une astuce? j'ai déjà rencontré ce cas. C'est effectivement un des problèmes de l'index. Donc là, la personne évidemment, ça a bien calculé. À partir du moment où on a l'optimum sur l'indicateur numéro 1, qui est 40 points sur 40, effectivement, on ne peut pas jouer sur les jeux de compensation qui existent dans les règles de compensation sur l'indicateur numéro 2 et l'indicateur numéro 3. Puisque je rappelle l'indicateur numéro 2 et numéro 3, en dehors de leur propre calcul, ont un jeu de compensation pour compenser les efforts que vous faites sur l'indicateur numéro 1 pour arriver à 40. Et donc, effectivement, je l'ai constaté déjà, moi, chez un client, et j'avais en tête un DRH dans un groupe qui avait fait l'effort de travailler sur l'indicateur numéro 1, qui avait obtenu ses 40 points, et par effet de base communicante, effectivement, il avait perdu ses points sur l'indicateur numéro 2 et 3. Et donc, au final, il se retrouvait avec une note finale qui était plus faible que ses collègues du même groupe, qui, eux, n'avaient pas la meilleure note sur l'indicateur numéro 1. Oui, c'est un problème dans cet indicateur. C'est vrai que si vous jouez le 40-40, si vous atteignez le 40-40, il y a une forte probabilité que vous perdiez quelques points sur le 2 et le 3. Donc, la personne, et je comprends la question, se dit, mais est-ce que j'aurais pas intérêt finalement à être à 39 sur l'indicateur numéro 1 pour bénéficier des points compensateurs sur l'indicateur numéro 2 et numéro 3? Parfois, il faut se poser la question. Alors maintenant, 40 sur 40, quand même, l'indicateur numéro 1, je pense que ça vaut le coup de regarder ce qui a été pris dans les assiettes de calcul. Parce que c'est quand même rare, à moins que vous soyez sur un système public, et donc systématiquement, on ne peut pas y avoir d'écart, c'est logique. Et si vous êtes sur un système quand même de droit privé, avec des évolutions qui sont possibles de manière individuelle, ce n'est pas si évident que ça. Si vous reprenez bien tout le socle, vous puissiez obtenir le 40 sur 40. Donc c'est peut-être là aussi qu'il faut aller regarder. Si effectivement vous aviez des éléments que vous n'aviez pas pris, peut-être que le 40-40 devient un 38-40, et dans ce cas-là, effectivement, vous récupérez des points sur le 2 et le 3. Et si vous êtes sur un vrai 40-40, il n'y a pas d'autre possibilité, malheureusement. Oui, c'est bien un des constats qu'on va avoir. Merci beaucoup, Guillaume. On va s'arrêter là. Donc, Guillaume Campistron s'engage à répondre aux questions qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. Donc, notre ouvrage est le sien, Piloter le contrôle de gestion sociale 2022. Donc, vous pourrez le trouver en librairie à partir du 2 juin. Mais vous pouvez dès aujourd'hui aller le commander et vous le procurer sur notre site internet, c'est notre boutique, boutique.grouperf.com. Et je vous suggère d'y aller vite parce que jusqu'au 1er juin, vous bénéficiez de 10% sur cet ouvrage. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à surfer quand vous êtes sur la boutique, puisque vous pourrez peut-être éventuellement compléter votre achat avec nos derniers bébés qui pèsent très lourd, 1200, 1300 pages, je ne sais plus, notre dictionnaire social et notre dictionnaire paye de 2022. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un autre webinaire. Merci Guillaume, au revoir. Merci Karine, au revoir.